On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Vous êtes bien sur RCF en Lorraine et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine, toujours en direct avec Fanny Curé, Lancelot Graffet et Benjamin Cornuet qui nous présentent Aller sans retour, un podcast, une production et des coulisses à découvrir à travers une première question de Lancelot. Eh bah Benjamin, tout simplement pour la première question, comme on a entendu l'intro tout à l'heure, de quoi ça parle les enfants exilés de la Réunion, aller sans retour? Ouais, bah, l'intro, du coup, elle est bien parce qu'elle résume assez bien l'affaire. C'est une histoire c'est une partie de l'histoire de France qui est assez méconnue. Entre 1962 et 1984, il y a environ 2000 enfants, en tout cas des mineurs, hein, ça va de 2 ans à 18 ans, de la Réunion, qui vont être exilés plus ou moins de force, plus ou moins avec le consentement des parents, vers la métropole, dans des régions un peu dépeuplées. Les premiers sont arrivés à Guéret, qui est la préfecture de la Creuse. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris le nom d'enfants de la Creuse, parce qu'en vérité, dans les 2000, il y en a, je crois, plus qui sont arrivés en Bretagne ou dans l'Ouest que vraiment dans la Creuse. Mais comme le premier foyer était là-bas, ils ont pris ce nom-là. Et puis, bah voilà, des enfants qui ont été un peu arrachés à leur île natale, pour qui ça s'est pas forcément très très bien passé, leur séjour ici, surtout qu'ils n'ont pas eu de retour. C'est pour ça qu'on a appelé ça aller sans retour. Il y a eu beaucoup de fautes au niveau de l'aide sociale à l'enfance et puis de toute l'administration française. En fait, il y a eu beaucoup de documents falsifiés ou de choses qui n'ont pas forcément été faites dans les règles, ou alors qui étaient faites dans les règles, mais dans les règles des années 60, qui sont évidemment pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Donc nous, on a essayé de recueillir, voilà, des témoignages d'anciens, d'ex-mineurs qui ont vécu cette histoire, pour voir comment ils l'avaient vécu, comment ils se portent aujourd'hui. Et puis c'est agrémenté de témoignages d'experts qui ont travaillé sur la question. Donc on a un historien spécialiste de l'histoire de l'île de la Réunion, on a un psychologue, une avocate qui s'occupe de ces ex-mineurs, qui s'occupe d'eux pour qu'ils retrouvent leur dossier s'ils veulent retrouver leur famille biologique. Et puis on a aussi les représentants d'associations qui aujourd'hui se défendent pour faire reconnaître leurs droits, puis essayer de faire que l'État français euh, présente ses excuses aussi. Et donc tu as fait ce projet dans le cadre de tes études. Comment est-ce que tu en es arrivé à parler de ça, étant donné qu'en plus on n'en entend pas beaucoup parler, c'est ça qui est assez dingue. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Ouais, c'est ça qui est assez fou. Mais en fait, c'est le co-réalisateur de ce projet, Yann Besson, qui a découvert cette histoire, je sais plus comment, un peu par hasard, qui m'en a parlé. Et c'était au moment où nous, on était en train de choisir notre sujet, bah, pour terminer notre master de journalisme qu'on faisait ici à Metz. Il fallait qu'on trouve un sujet assez conséquent, quoi, pour faire un documentaire autour. Et il m'a parlé de ça, on a commencé à regarder, on a commencé à voir qu'il y avait eu 2 3 articles, mais que c'était pas forcément poussé ou qu'il n'y avait pas forcément tous les points de vue à chaque fois. Donc on s'est lancé là-dedans, puis on venait tous les deux en fait de cursus d'histoire, lui à Lyon, moi à Besançon. Et on a fait plusieurs années d'études d'histoire et on n'a jamais entendu parler de ça, donc on trouvait ça bizarre et on se disait que c'était quand même l'occasion d'en parler. Et ce podcast réunit donc 4 témoignages de jeunes exilés entre 1962 et 1984. C'est ça, ils sont plutôt jeunes maintenant du coup. Mais est-ce que c'est compliqué justement de trouver des intervenants sur ce type de sujet? Comment tu as réussi à du coup trouver ces 4 personnes? Eh ben oui, c'est assez compliqué. En fait, on s'est rapproché d'une association, enfin d'une fédération d'associations qui s'appelle la FED. C'est la Fédération des enfants déracinés des Drômes, donc qui regroupe plusieurs associations d'anciens mineurs, d'ex-mineurs réunionnais, qui, elle, nous a donné un espèce de listing avec, je sais pas, il y avait peut-être une centaine de Mhm. personnes, où on avait quelques infos, on avait leur nom, leur contact, et puis on avait l'année à laquelle ils étaient arrivés en France, est-ce qu'ils l'avaient plutôt bien vécu, mal vécu, s'ils étaient arrivés jeunes ou moins jeunes. Et là-dedans, on a fait un petit peu un tri pour avoir des profils variés. Et après, bah, on est allé les contacter. Et puis, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. À la fin, on en a sélectionné 4 qui apparaissent dans le documentaire. Et sans trop spoiler les auditeurs, qu'est-ce qui ressort le plus dans ces témoignages? C'est quoi le ressenti général? Et ben justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de ressenti général. Ils ont tous vécu l'histoire d'une manière différente.
Il y a ceux qui sont arrivés ils étaient très jeunes quand ils sont arrivés en France. Donc là, c'est un peu comme une adoption classique, si tu veux. Donc, bon, une adoption, c'est jamais facile, mais en tout cas, si tu arrives à 1 an ou 2 ans, c'est plus facile pour toi de t'intégrer, même si eux étaient noirs ou en tout cas de couleur de peau différente des endroits où ils débarquaient, parce qu'ils débarquaient dans la Creuse, ils débarquaient au fin fond de la Bretagne, donc pas forcément là où il y a de la diversité. Mais pour eux, ça peut aller. Et il y en a qui l'ont vécu vraiment comme un arrachement parce qu'ils sont partis alors qu'ils avaient 14 ans, alors qu'ils parlaient créole, qu'ils avaient leur famille là-bas. Et du jour au lendemain, ils se retrouvaient dans le froid avec des gens qui parlaient français, pas créole. Et donc, eux, ils ont beaucoup plus de traumatisme. Mais après, dans la globalité, tous ont quand même des traumas, quoi, encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a le témoignage d'un psychologue. Et le plus compliqué, est-ce que c'est d'avoir des informations sur cette période, sur ce qui s'est passé, ou alors c'est de justement parler avec ces personnes qui ont possiblement un témoignage où c'est assez compliqué, c'est assez sensible comme sujet. Donc le plus compliqué, c'est ça, ou alors peut-être simplement le podcast. Qu'est-ce qui vous a été le plus compliqué à faire? Du coup, les infos, ça va parce qu'en 2014, il y a un rapport qui a été fait par un sociologue, un historien et plusieurs experts qui a été remis au Parlement qui fait à peu près 700 pages. Ah oui, ok. Donc là, il y a toutes les infos qu'il faut. On Faut sait à peu démêler, près quoi. voilà, tout. Non, ce qui est le plus compliqué, c'est de faire accepter aux gens de témoigner et puis de tout rassembler et puis de ne pas tomber dans les raccourcis aussi. Est-ce que vous avez eu cet effet exutoire des personnes qui vous disent enfin qui vous disent enfin je peux en parler, enfin c'est quelque chose qui est gardé Hmm. au fond d'eux? Est-ce qu'il y a ce côté-là? Pour beaucoup, ils en avaient déjà un petit peu parlé, que ce soit en famille ou certains en avaient déjà parlé dans les médias. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait toujours ressurgir des émotions. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs qui se sont mis à pleurer alors que c'est des choses qui se sont passées il y a 50 ou 60 ans. Mais en fait, c'est un peu bizarre parce que nous, on est allé chez ces gens-là, on est tout le temps allé à leur domicile. Et puis, en fait, on va chez eux, on pose nos dispositifs, nos micros, et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on leur fait raconter la pire chose qui leur soit arrivée dans la vie, qui est le fait voilà, d'avoir été arrachés, alors que parfois, ils avaient une famille, où ils étaient peut-être pauvres, hein, mais ils avaient une famille aimante, en tout cas à La Réunion, et puis ils n'ont pas forcément compris pourquoi ils se sont retrouvés ici en métropole. Et donc votre podcast est découpé en 4 parties, 4 épisodes qui se suivent, mais on a l'impression, vu que vous mettez, comme on l'a entendu, l'intro en début, à chaque épisode, que c'est presque construit comme 4 documentaires indépendants. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé ou vraiment comme une histoire qui se suit? C'était un petit peu plus comme une histoire parce que ça part, l'épisode 1, je crois, s'appelle L'arrachement, où là, Mhm. on parle vraiment C'est du ça. début, quoi. Et C'est ensuite, ça vraiment parle de l'Hexagone. et puis après, bah voilà, on est allé développer plusieurs thématiques pour finir dans le dernier épisode sur le devoir de mémoire, à savoir comment ça se passe avec les autorités, comment on fait pour que cette histoire ne soit pas oubliée, enfin en tout cas qu'on commence déjà à en parler, parce que c'est comment on fait pour que les programmes scolaires en parlent, comment on fait pour qu'il y ait une réparation finalement, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de réparation, quoi. Ils ont subi un peu l'administration française qui n'a pas toujours fait tout dans les normes. Et puis aujourd'hui, il y a pas encore eu de grandes réponses. Donc ils sont toujours en train de se battre. Mais oui, pour répondre à ta question, on a fait un petit peu du départ de la Réunion à la manière dont ils vont pouvoir s'adapter ici en métropole jusqu'au moment où tout est accepté et puis où il faut aller de l'avant et puis essayer, mais en même temps essayer d'avoir un devoir de mémoire. Et on peut retrouver les témoignages des exilés entrecoupés d'interviews de spécialistes, si on peut dire ça. Comment est-ce que vous avez trouvé les différents contacts? Alors du coup, c'est par rapport à l'association? L'association nous a beaucoup aidé. Après, on a, avec le rapport là, qu'il y a eu en 2014 qui a été remis à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a trouvé donc des historiens et puis les psychologues qui bossaient sur le sujet. Donc après, on va sur les sites des universités, on rentre en contact et puis tous ont répondu favorablement. Donc ça, c'était assez chouette. Ils nous ont tous aidés dans le projet. Et combien de temps ça prend à faire un podcast comme ça? Qu'est-ce qui prend le plus de temps? Nous, ça nous a pris 3 mois. Après, si on le faisait aujourd'hui avec l'expérience, peut-être qu'on mettrait moins de temps.
Mais ce qui prend le plus de temps, c'est que nous, on était à Metz et que tous nos interlocuteurs, enfin les interlocuteurs les plus près étaient à Paris. Donc il y a toute une organisation à avoir. À ce moment-là, on ne savait même pas si on allait pouvoir le vendre. Donc il faut faire aussi, enfin c'est des trucs très pratiques, mais pas que ça nous coûte trop cher. Donc on a fait on s'est bloqué une semaine pour aller dans l'Ouest, en Bretagne, et puis à Paris pour récolter les différents témoignages. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que quand on rentre ici, on a, je sais pas, peut-être, je crois qu'on avait 20 heures de rush. Mhm. Et donc là, il faut Ah oui. réduire à, je sais plus, c'est 4 fois 25 minutes, sans Bien compter les musiques, sans Mais compter justement, C'est les ça. archives. Pourquoi 4 fois 25 minutes? C'est la question que j'allais te poser. Pourquoi ce choix de le faire en 4 épisodes déjà et pourquoi 25 minutes? Les 4 épisodes, c'était parce que dans notre tête, on avait nos 4 thématiques. Quand on posait nos questions là en entretien, on avait les 4 thématiques aussi qui Mhm. étaient toujours bien présentes. Puis après, une fois qu'on a rentré, quand on a commencé un peu à découper chacun de notre côté, on s'est mis chacun sur 2 épisodes. On est arrivé à peu près à ça, à une vingtaine de minutes. Et puis après, on a ajusté et puis ça s'est fait un peu naturellement. C'était la bonne longueur, je trouve. C'était la bonne longueur. Et on n'en a pas encore parlé, mais vous êtes produit par France Télévisions. Qu'est-ce que ça Ouais. change d'être produit par France Télévisions? Et ben, en fait, on est produit par un studio qui s'appelle Initial Studio, qui est un Mhm. studio parisien, qui nous a permis de rendre clé en main, si tu veux, le documentaire à France Télé. France Télé, du coup, qui nous a rémunéré, enfin, qui a rémunéré le studio, qui nous a rémunéré. C'est un petit peu complexe. Normalement, c'est l'inverse, hein. Normalement, tu proposes à une chaîne un sujet, et puis après, on monte un budget, et puis ils te disent, OK, vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu peux aller faire ton documentaire. Nous, on l'avait déjà fait et Mhm. on leur a présenté. Et il y a quelqu'un qui s'appelle David Ponchelet qui dirigeait France TV Outre-mer à l'époque, qui a été conquis par ça et qui nous a dit bon bah normalement on peut pas l'acheter dans l'état, mais avec vous on va faire une exception. Il nous a mis en contact avec un studio de production. Le studio de production nous a aidé à remodeler parce que c'était encore un travail d'étudiant. C'est devenu un travail professionnel et puis après voilà, été diffusé depuis la fin de l'été là, c'est disponible sur France Télévisions. La FED, on va y revenir, Benjamin, la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer, elle est mentionnée à plusieurs reprises dans le podcast. C'est une fédération qui cherche à faire l'histoire, à faire en tout cas connaître l'histoire de ces enfants. Est-ce que tu as eu un retour de leur part après le podcast? Ouais, 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 ils étaient super satisfaits. De toute façon, eux, c'est un peu leur but aussi, hein, de promouvoir tout ça, de faire que les médias en parlent. Donc, finalement, dès qu'un sujet sort, dès qu'un documentaire sort sur leur histoire, ils sont plutôt satisfaits, hein, normalement. Et puis, on s'est beaucoup appuyé sur eux, finalement, parce que c'est la source principale pour ce sujet-là. Donc, oui, oui, ils étaient contents. Voilà, c'est ça aussi leur objectif, hein, c'est que l'histoire, il y a un coup de projecteur dessus régulièrement. J'ai une question qui vient sur le chat. Pourquoi avoir choisi le format du podcast et non pas un autre modèle comme un reportage vidéo? Parce que nous, déjà, c'était notre média favori. Enfin, on venait tous les deux de la radio, donc on avait envie de faire ça sous forme de podcast. Et puis après, c'était compliqué. Déjà, on n'était pas forcément très à l'aise avec le format vidéo. Et puis, on se serait peut-être fermé des portes. C'est-à-dire que tout le monde aurait peut-être pas voulu qu'on débarque chez eux avec une caméra et puis les filmer. Surtout, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y en a qui sont pas super bien quand ils parlent Mm. de ce sujet-là. Donc voilà, pleurer devant une caméra, c'était peut-être pas le. Certains auraient peut-être refusé, tu vois. Et là, c'est une question que je me pose moi personnellement. Qu'est-ce que ça te fait pour toi de voir ton projet étudiant comme ça, repris par France Télévisions, amené à un niveau aussi professionnel? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Avec Yann Besson, hein, qui a co-réalisé le projet, on était super fiers parce qu'on a mis des mois et des mois avant de trouver une chaîne qui veuille bien prendre ce sujet. On était super contents parce que tous les ans, là au master de journalisme de Metz, il y a des documentaires comme ça, il y en a peut-être une dizaine qui sortent tous les ans, et puis il y en a un tous les 2-3 ans qui va sortir dans un média. Donc non, on est super contents, puis ça fait une belle carte de visite aussi quand tu rentres dans le marché du travail. Parce qu'il y a eu un vrai... vous avez dû vendre votre projet, il y a eu ce vrai travail de recherche d'un acheteur. Ça a été super long, et puis comme je disais tout à l'heure, en fait, on s'y est pris à l'envers, parce que normalement, on propose Mhm. on propose un projet, on donne un synopsis, et puis après, le média, suivant ses besoins, suivant ses formats, va un peu changer. Enfin, il va y avoir des discussions, et puis au final, on se met d'accord sur, voilà, ça va être tant d'épisodes de tant de minutes,
et puis vous allez prendre cet angle-là pour aborder le sujet, et puis voilà. Alors que là, nous, on est arrivé avec un produit déjà fini où finalement il y avait peu de marge de manœuvre, donc, mais ils ont quand même accepté, et on est super fiers. J'ai une question qui arrive sur le chat d'Imran Baroudi, notre chroniqueur musique. Félicitations pour ce podcast, ça donne de l'espoir pour moi en train de produire aussi un podcast comme projet de fin de M2 journalisme à Metz. D'ailleurs, ce serait quoi, toi, ton conseil le plus important pour bien réussir son chef-d'œuvre ? Bah déjà, merci pour ta question et puis pour ton commentaire. Et bah, qu'est-ce que je pourrais te dire il faut déjà, je sais on est entouré quand on fait ce chef-d'œuvre, c'est comme ça qu'on appelle notre projet de fin d'année. Écouter surtout les conseils des intervenants, des professionnels, hein, parce que c'est eux qui vont avoir un œil. Toi, tu n'as pas forcément déjà sorti de trucs pro, donc écouter un peu tous les retours qu'on va te faire. Pas hésiter à y passer beaucoup d'heures. Et puis, non, si tu y crois, normalement, ça le fait. Hein. Si tu y crois, si le sujet te passionne et puis que tu passes du temps et que tu es rigoureux et que tu es curieux, surtout, c'est ça, il faut être curieux, il faut tout creuser au maximum, tout gratter au maximum, bah, normalement, à la fin, c'est bon. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. À titre personnel, est-ce que tu as l'intention de refaire un podcast autour des Dom-Tom ou peut-être d'autres projets, hein, en vidéo ou en radio, peut-être ? Pour l'instant, non. Bah, j'ai commencé un nouveau travail qui n'est pas du tout dans dans un journal papier, donc j'ai moins de temps, mais c'est vrai que quand j'y reparle, quand j'en reparle de ce projet, c'est sûr que ça donne envie d'en refaire, quoi. C'est extrêmement plaisant, quoi. Là, on a pu passer 3 mois sur le même sujet, on a pu vraiment creuser le truc à fond, donc c'est sûr que ça donne envie, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet. Mais j'aimerais bien refaire un truc, et puis surtout avec Yann, quoi. J'aimerais bien refaire parce que on est un duo qui marche plutôt pas mal. Donc si un jour on a l'occasion de refaire quelque chose, c'est sûr que Refaire une enquête. Et puis on salue Yann qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir pour des raisons de travail, tout simplement. Il est retenu à Paris, c'est bien ça C'est ça, bah lui, Benjamin. il a continué dans le podcast. Hein, si vous pouvez taper, hein, Yann Besson, normalement vous trouvez ses productions. Il en a fait pour Slate, il y en a qui vont bientôt sortir, je pense que j'ai pas le droit d'en parler. Et, Attention. Non, il continue dans le podcast, il fait des trucs super, il trouve des personnes avec des parcours incroyables, il sort des choses qui sont assez folles, donc il faut aller suivre ce qu'il fait. Et puis en complément, il donne des cours d'éducation aux médias, il fait des cours de radio à des petits. Ça, c'est aussi un truc important. Et puis, c'est ça qu'il faisait ce soir du côté de Paris. Et ce sera pour une prochaine fois. Anecdote assez marrante, c'est que Lancelot a déjà croisé ton camarade. C'est ça, on a fait partie du même média, c'est assez dingue. Vivre FM aussi, on a 2-3 qui une radio connaissent. parisienne. C'est ça, une radio parisienne, donc c'est assez marrant de le retrouver. Enfin, du coup, pas de le retrouver, mais Oui. presque. Presque le retrouver, malheureusement, c'est pas arrivé ce soir. Non, mais je pense qu'il nous peut-être écoute. pour une prochaine fois. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler où est-ce qu'on peut trouver ce podcast Eh ben, Benjamin. c'est sur le site de France Télévisions, Outre-mer la première. Hein, il y a plusieurs chaînes dans France Télévisions. Après, si vous tapez Aller sans retour podcast et que vous trouvez un lien sur le site France Télévisions, bah, c'est celui-là. Donc, Aller sans retour, les enfants exilés de La Réunion sur Outre-mer la première, France Télévisions. Merci Benjamin pour ce témoignage. Merci à vous. Merci à Fanny pour sa chronique voyage. Merci à Lancelot Graffé pour la co-animation et le point réseau. Merci à Nadège Kiffer pour la technique vidéo de cette émission qui sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h12 avec Johan Beauséjour, le créateur de Pygmalion, une start-up qui vous propose des solutions financières pour mieux accompagner les métiers d'art et du jeu vidéo. Le jeu vidéo à retrouver également à travers une chronique de Nadège Kiffer à suivre mardi prochain. Et d'ici là, passez une très belle soirée à l'écoute de RCF. À mardi prochain.